dans une société qui s'appelle Devolis. Je suis basé à Rouen, en France. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 1h30 un petit peu au nord-ouest de Paris. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience maintenant sur le domaine Microsoft et les technologies Microsoft. J'ai démarré en tant que développeur SharePoint et maintenant je m'occupe d'accompagner les clients sur la suite collaborative de Microsoft, Microsoft 365, avec tous les outils et notamment aussi la Power Platform. Donc j'ai un LinkedIn et un blog si vous souhaitez me suivre les différentes actualités que je peux publier autour de ces différents outils, n'hésitez pas à les suivre. Et c'est mon premier marathon. Voilà, j'ai fait un petit peu de course à pied par le passé, mais je suis jamais allé jusqu'à faire un marathon. Donc voilà, je pourrais moins dire que j'ai fait un marathon, même si c'est pas un événement aussi sportif que la course à pied. Voilà, c'est parti. Donc l'agenda de cette session, on va recontextualiser un petit peu les choses. Ensuite, je vous présenterai comment créer des modèles de sites personnalisés pour SharePoint, comment on va ensuite pouvoir mettre à disposition ces modèles et comment ils vont pouvoir être appliqués sur nos sites SharePoint. On verra quelles sont les limitations, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec les modèles de sites SharePoint encore aujourd'hui, et on verra comment aller plus loin. Une petite conclusion et je garderai du temps pour répondre à vos différentes questions en fin de session. Donc tout d'abord, pourquoi créer des modèles de sites? La raison, elle est évidente et simple, mais sur deux aspects bien distincts. D'un côté, on va avoir l'aspect visuel, tout ce qui est design du site, pour garder une unité, pour pouvoir créer des sites qui se ressemblent tous. Et aussi, d'un autre côté, d'avoir une structure de site qui soit commune sur les différents sites qu'on va pouvoir créer. Retrouver les mêmes bibliothèques, les mêmes listes, avec les mêmes colonnes, les mêmes configurations, sans avoir besoin à chaque fois qu'on crée un nouveau site de recréer toute la structure. Avant, dans l'ancien temps, avec SharePoint classique, donc sur SharePoint Server, mais aussi avec les débuts de SharePoint Online, on avait la possibilité de créer tout ce qui est page maître, des mises en page. On pouvait également enregistrer très facilement un site en tant que modèle, enregistrer également des listes et des bibliothèques en tant que modèle, en y incluant même tout le contenu pour une réutilisation pour de futurs sites. Et on pouvait aussi développer tous ces aspects-là, que ce soit visuel ou structure, via des solutions qu'on pouvait après appliquer sur nos différents sites SharePoint. Dans le nouveau monde, avec les nouvelles interfaces SharePoint modernes, on va retrouver ces deux aspects-là sous forme de thèmes pour la partie visuelle et la partie apparence. Ici, on a des options d'apparence qu'on va pouvoir mettre en place sur nos différents sites. Et la partie modèle. Donc, c'est sur cette partie-là qu'on va se concentrer aujourd'hui. Les modèles qu'on va pouvoir personnaliser pour appliquer sur nos sites SharePoint Online dans l'expérience moderne. Il y a une troisième option qui, on verra, va un peu plus loin que ce que propose SharePoint nativement pour ses modèles personnalisés, c'est de faire du provisioning de sites avec PNP. Donc on va voir comment créer nos modèles. Donc on a dans le monde moderne de SharePoint deux types de sites de base qui sont les sites d'équipe, les sites de communication. Donc quand on veut créer un site SharePoint, c'est les deux types de sites qui nous sont proposés. Alors, même si on peut encore utiliser les anciens types de sites, mais c'est ces deux sortes de sites qu'on utilise le plus maintenant aujourd'hui. Une fois qu'on a créé ces sites-là, SharePoint nous propose différents modèles, des modèles qui sont prédéfinis, qui vont plus être orientés soit site d'équipe, soit site de communication. Donc, quand on va vouloir appliquer un modèle de site, on ne va pas retrouver les mêmes modèles si on est sur un site d'équipe ou si on est sur un site de communication. Et petite nouveauté récente qui a été modifiée il n'y a pas longtemps, avant, quand on créait notre site, on pouvait sélectionner directement le modèle qu'on voulait appliquer à ce site-là. Maintenant, ça se fait après la création du site. Donc, une fois qu'on a créé notre site SharePoint, on va pouvoir aller dans les paramètres du site pour appliquer un modèle de site spécifique sur notre site. Et comment ça se passe tout ça au niveau de l'interface? Je vais créer rapidement un site. Voilà, on retrouve dans l'interface de création de site nos deux types de sites. Je vais partir ici sur un site
de communication. Et donc ici, avant, on avait une liste déroulante qui nous permettait de sélectionner le modèle de site qu'on voulait appliquer. Maintenant, elle a disparu et elle va se retrouver directement dans les paramètres du site une fois que celui-ci aura été créé. Voilà, donc là, mon site a été créé, je me connecte dessus. Et le système directement va nous proposer d'ailleurs d'appliquer un modèle. Voilà, commencez à créer votre site. On peut choisir de le faire plus tard et après de retrouver dans les paramètres ou d'aller directement parcourir les modèles qui sont proposés pour le type de site qu'on a sélectionné. Donc là, on a 8 modèles différents et plus un modèle vierge. Et c'est ces modèles-là qu'on va venir appliquer à notre site. Si on regarde dans le détail, voilà, Microsoft nous donne quelques indications sur le pourquoi de ce modèle de site, sur quelles fonctionnalités vont être mises en place et une petite image visuelle de à quoi va ressembler notre site après application du modèle. Quand on utilise ces modèles de site, il va provisionner certaines choses, il va mettre en place certaines options d'affichage. Voilà, on voit qu'il a complètement redesigné notre page d'accueil. Il peut aussi éventuellement créer des nouvelles pages dans notre bibliothèque de pages, appliquer des thèmes différents, etc. Les modèles de site, on peut en appliquer plusieurs. C'est pas parce qu'on a appliqué un premier modèle sur notre site qu'on ne peut pas finalement choisir un autre modèle. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui a été créé avec le premier modèle qu'on a appliqué, va continuer d'exister au niveau de la structure, au niveau du design. S'il y a des nouveaux éléments de design qui sont appliqués par le nouveau modèle, ils vont venir écraser les autres. Mais tout ce qui peut être pages qui ont été créées, listes qui ont été créées, etc., tout ça va rester au niveau du site. Il nous l'indique d'ailleurs ici, que toutes les pages, les bibliothèques, les listes seront toujours accessibles dans le contenu du site. Il faut toujours bien avoir cette notion de modèle en tête. Un modèle, on l'applique, mais ensuite on peut complètement le modifier. C'est pas parce qu'on applique un modèle qu'après on est restreint dans les options de paramétrage au niveau du design ou au niveau de la structure. Toutes les listes qu'ils vont créer, toutes les pages que ça va créer, les utilisateurs vont pouvoir ensuite les modifier, les supprimer comme ils le souhaitent. Point important également, on n'a pas la possibilité de faire marche arrière. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai appliqué mon modèle de site, finalement, il ne me plaît pas, ou alors il m'a créé plein de choses dont je n'ai pas besoin. Je n'ai pas d'option qui me permette de faire un retour arrière et de supprimer tout ce qui a été créé. Ça va être à l'utilisateur d'aller le faire manuellement dans le paramétrage du contenu du site. C'était pour la partie utilisation des modèles prédéfinis de SharePoint. Maintenant, sur les modèles de sites personnalisés, on va retrouver deux notions importantes. D'une part, les scripts de sites qui vont décrire toutes les actions qu'on va vouloir effectuer lorsqu'on va appliquer ce script de site. Et ces scripts de site vont être embarqués dans un modèle de site. C'est ces modèles de site qu'on va retrouver dans l'interface et qu'on va pouvoir appliquer sur nos sites. Ces modèles de site, ils vont pouvoir contenir un ou plusieurs scripts de site. Et ce qui va pouvoir être intéressant, c'est de pouvoir créer des scripts de site qui vont être réutilisables, réutilisés dans différents modèles. Le script de site, donc il est écrit au format JSON. Et dans ce fichier texte, on va retrouver toutes les actions, toute la série d'actions qu'on veut effectuer lorsqu'on va jouer ce script de site. Point important, quand on va écrire les actions à l'intérieur de ce fichier, c'est que toutes les actions vont s'exécuter dans l'ordre d'écriture. Donc j'ai mis ici quelques actions possibles réalisables à l'intérieur d'un script de site. Donc il n'y a pas toutes les actions, j'ai mis les principales, mais il en existe d'autres. On va pouvoir donc jouer sur la structure de notre site en créant des colonnes de site, en créant des types de contenus et en leur associant des colonnes de site, en créant des listes et des bibliothèques de documents, en ajoutant des colonnes, en associant des types de contenus, en jouant sur les vues. On va pouvoir aussi créer des dossiers.
On va avoir toute une partie aussi visuelle sur l'application du thème, la modification de l'apparence, pour jouer sur le style du menu, le style du header, si on veut mettre une couleur sur le header, afficher ou masquer le footer. On va pouvoir ajouter, supprimer des liens dans la navigation et changer les logos qu'on va retrouver dans l'entête et dans le pied de page. On va avoir aussi quelques actions pour gérer les autorisations sur notre site. D'une part, pouvoir ajouter un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs dans les autorisations existantes de base sur le site, donc à savoir les propriétaires, les membres, les visiteurs, et pouvoir aussi modifier les paramétrages d'autorisation d'accès externe sur notre site. Deux autres éléments importants, pouvoir installer une solution, donc les solutions qui sont déployées au niveau du catalogue d'applications de notre environnement SharePoint. On va pouvoir, au travers des scripts de site, installer directement ces applications au moment de l'application du modèle et exécuter un flux Power Automate. Au niveau de la structure du script de site, donc je l'ai mis ici un exemple. Si on veut retrouver toutes les actions qui sont possibles de faire, comment bien les utiliser, quels sont les paramètres qui sont nécessaires pour chacune de ces actions, on va retrouver la référence du schéma JSON qui va nous donner toutes les actions qui sont possibles de faire, et une documentation détaillée qui est dans la doc de Microsoft qui nous donne des exemples, comment utiliser ces différentes actions. Ensuite, pour pouvoir gérer nos scripts de site, donc ça va se passer en ligne de commande. Ligne de commande soit avec les commandes PowerShell SharePoint Online, soit avec les commandes PowerShell PNP, ou alors au travers d'une API REST. Donc là, j'ai mis les 4 actions possibles qui étaient au niveau des scripts de site, pouvoir ajouter un script de site, pouvoir en créer un nouveau, récupérer la liste des scripts de site ou en récupérer un en particulier, pour pouvoir, avec la troisième action, set SPO script, pouvoir le mettre à jour, et évidemment pouvoir supprimer un script de site. Donc ces 4 actions-là, on les retrouve disponibles avec des noms différents en commande PowerShell et au travers de l'API REST. Si on regarde en détail donc un script de site, donc on voit là un très simple, très court, qui permet de jouer sur le rendu visuel du site, donc pouvoir appliquer un thème, supprimer les liens qui sont créés par défaut lorsqu'on crée un site SharePoint dans la navigation, l'accès au contenu du site, l'accès à la bibliothèque de documents, la bibliothèque de pages, pouvoir changer le logo du site, définir l'apparence du site en choisissant le style de menu, voir si on met une couleur de fond sur le header, si on affiche le footer ou pas, et pouvoir aussi éventuellement rajouter de nouveaux liens, en sachant qu'on peut spécifier où on souhaite l'ajouter, si c'est dans le footer, si c'est dans la navigation par exemple. Ici, j'ai un autre exemple de script de site qui va lui jouer plutôt sur la structure, en ajoutant des liens dans la navigation, en installant des solutions, en créant des colonnes de site. On a 2 commandes différentes pour la création de colonnes de site, une commande standard avec des types de champs basiques, on va dire, et puis la possibilité de pouvoir créer sous format XML des types de champs un petit peu plus avancés, comme les lookups, les champs choix, etc. La création des types de contenus, donc on va retrouver voilà, pour certaines actions la possibilité de déclarer des sous-actions. Par exemple, ici, je crée un type de contenu, je lui donne un nom, je lui indique quel est son parent, si je veux l'afficher ou pas dans l'interface. Et ensuite, dans les sous-actions, donc c'est qu'est-ce que je vais faire pour un content type. Donc ici, lui référencer des colonnes de sites qui ont été créées précédemment. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'ordre d'écriture du script de site est important. Il faut d'abord créer ces colonnes de sites avant de pouvoir les référencer dans un type de contenu. Même chose ici, je vais ensuite créer une liste. Donc je vais y définir son type, son nom. Au niveau des sous-actions, je vais pouvoir lui référencer un type de contenu, modifier ses vues, créer des bibliothèques de documents, voilà, on peut aussi modifier les listes qui sont existantes. Un exemple ici, j'utilise l'action créer une liste. Cette liste s'appelle document, mais elle est déjà existante, donc en fait le système ne va pas la recréer.
Mais par contre, les actions que je vais faire en sous-action de cette action, comme modifier la description ou là rajouter un dossier, et ben, vont s'appliquer à la liste documents qui est déjà existante sur mon site. Et ajouter des liens de navigation. Donc pour pouvoir ensuite ajouter ces scripts de site, donc on va utiliser les lignes de commande PowerShell. Donc ici, je récupère le contenu de mon script de site JSON que je vais mettre dans une variable. Et ensuite, avec la simple commande add SPO site script, je vais créer un nouveau script de site dans mon environnement SharePoint. Donc je lui donne un titre, éventuellement une description, et je lui indique quel est le contenu JSON de ce script de site. Alors, je vais en créer un deuxième pour mon deuxième script de site. Et ensuite, j'ai la commande get SPO script, site script, pardon, pour récupérer tous les scripts de site qui sont déployés au niveau de mon environnement. Donc ici, j'en avais déjà créé un, mais là, les deux que je viens de rajouter, qu'on voit ici. Et ce qui va être important, c'est de récupérer les ID ensuite pour pouvoir inclure ces scripts de site dans nos modèles. Pour la génération des scripts de site, hein, on voit c'est assez long à écrire, c'est pas toujours évident, ça peut être source d'erreur. Donc il y a plusieurs options qui vont nous permettre, qui vont nous aider à générer ces scripts de site. Tout d'abord, on a deux commandes PowerShell, get SPO site script from list et from web, qui vont nous permettre de générer les scripts de site, soit à partir d'une liste uniquement, soit à partir d'un site web complet. Donc, si on spécifie juste une liste, ben, on va récupérer toute la configuration de cette liste. Si on spécifie pour un site web, on va pouvoir lui indiquer quelle liste on veut récupérer, mais aussi quelles options visuelles, quelles options d'apparence on veut récupérer et on veut qu'il nous génère en tant que script de site. Et on a aussi plusieurs outils qui sont à disposition. Donc, sur le web, on a deux sites qui sont des générateurs de scripts. Et puis un autre outil qu'on peut installer, qu'on peut récupérer sur le GitHub et installer sur notre environnement SharePoint, qui vont nous permettre de créer, mais aussi de gérer tous nos scripts de site directement au travers d'une interface. Et pour la génération, si on regarde ici la commande get SPO site script from list, donc on passe en paramètre l'URL de la liste qu'on veut récupérer sous forme de script de site. Et voilà, donc il nous génère le fichier JSON avec toutes les informations qui concernent cette liste-là. Donc après, il y a eu peut-être aussi éventuellement du ménage. On voit qu'il nous a récupéré un champ hidden qui est peut-être pas utile. Par contre, ici, il m'a bien récupéré mon champ personnalisé qui est de type date. Les types de contenu, les vues, voilà, tout ce qu'on a pu configurer au niveau de notre liste. Si on avait des types de contenu, bah ici j'ai que le type de contenu dossier, mais si j'en avais ajouté d'autres, il me les aurait également générés sous forme de script de site. Pour la partie web, en plus de pouvoir inclure des listes, voilà, on a différents paramètres pour inclure le branding, le thème, les paramètres régionaux et les paramètres d'accès externe à notre site. Donc là, on va arriver sur quelque chose de plus complet, de plus conséquent, avec toutes les options qu'on a demandées pour la génération de ce script-là. Ici, je retrouve exactement la même chose, parce que c'est la même liste que précédemment. Mais ici, je retrouve le branding, le thème, ainsi de suite. Et au niveau des outils qui sont à notre disposition, donc voilà, on a un premier outil en mode web ici. On va retrouver toutes les informations ici, créer une colonne de site, quels sont les paramètres qui sont optionnels, qui sont obligatoires. Et quand on vient insérer et renseigner les différents paramètres, et notre script de site va venir se générer ici. Donc ça peut être une bonne base pour. On a un autre outil ici là qui est un petit peu différent, mais qui est peut-être un petit peu plus complet, qui permet aussi de créer des colonnes de type XML qu'on n'a pas forcément dans ce premier outil.
Donc ça peut être une bonne base hein, déjà pour démarrer, pour pas partir d'une feuille blanche. Mais après, voilà, à adapter, les outils ne sont pas forcément non plus toujours à jour par rapport au schéma de référence qui peut être mis à jour par Microsoft avec des nouvelles actions qui arrivent au fur et à mesure. Donc, à retravailler, sans doute, mais voilà, en tout cas, ça permet de ne pas partir de zéro et puis de générer plus rapidement nos scripts de site. Et le dernier outil, voilà, où on va directement dans un site SharePoint, pouvoir, à travers d'une interface, récupérer les scripts de site qui sont déjà existants sur mon environnement, pouvoir les modifier, pouvoir les assigner à un modèle de site, etc. Donc ça évite de passer par les commandes PowerShell pour créer des nouveaux scripts de site et pour pouvoir les ajouter sur notre environnement. Au niveau des modèles de site, maintenant, on a vu comment créer les scripts de site. Maintenant, pour pouvoir les utiliser, il va falloir créer des modèles et associer ces scripts à ces modèles. Les modèles de site, donc on va pouvoir les appliquer à différents types de sites. On a vu les sites d'équipe, on a vu les sites de communication. Les sites d'équipe, d'ailleurs, on va pouvoir aussi bien les appliquer à des sites d'équipe qui sont connectés à des groupes ou pas connectés à des groupes Microsoft 365. On va pouvoir aussi appliquer ces modèles de site aux sites de canaux Teams. C'est un type de site un petit peu particulier. Hein. Quand on crée un canal privé dans Teams, il nous crée un site d'équipe dans SharePoint, mais qui est un petit peu différent du site d'équipe de base. Donc, on va pouvoir appliquer des modèles sur ces types de sites en particulier, avec certaines limitations. Il y a des actions qu'on ne va pas pouvoir réaliser au niveau d'un site de canal, comme pouvoir ajouter des utilisateurs dans les groupes, appliquer un thème, associer ce site à un hub. Tout ça, on ne va pas pouvoir gérer les paramètres d'accès externe non plus. Tout ça, on ne va pas pouvoir le gérer dans un modèle qu'on va vouloir appliquer à un site de canal. On peut également appliquer ces modèles de sites sur des sites d'équipe classiques et des sites de publication classiques. Par contre, ça, on ne pourra pas le faire dans l'interface. L'option d'appliquer un modèle de site sur un site est disponible dans l'interface des sites modernes. Elle n'est pas disponible dans les sites classiques. On pourra les appliquer uniquement en ligne de commande. On l'a vu tout à l'heure, donc on peut appliquer plusieurs modèles sur un site. Hein. On applique un premier modèle, finalement on veut changer à un instant T, on peut appliquer un autre modèle qui va provisionner d'autres éléments sur le site, ça n'est pas de problème. On ne peut pas annuler, ça aussi je l'ai dit tout à l'heure. Une fois qu'on a appliqué un modèle, on ne peut pas revenir en arrière et supprimer ce que ce modèle a créé. On va avoir aussi des interactions possibles avec les site hubs. On va pouvoir associer un modèle de site à un site hub. Et de ce fait, tous les sites qui vont venir se joindre après au hub, ce modèle de site va leur être directement appliqué. Donc que ce soit au niveau structure ou au niveau design. Et enfin, chose qui n'est pas possible de faire, c'est de désactiver l'expérience de modèle de site. L'option, l'interface pour pouvoir appliquer un modèle de site, on peut pas la désactiver. Donc les utilisateurs sur leur site SharePoint retrouveront toujours l'option dans les paramètres du site pour pouvoir appliquer un modèle de site. Pour pouvoir gérer ces modèles de site, donc comme pour les scripts, on va retrouver des commandes PowerShell et aussi la possibilité de gérer ça via les API REST. Donc j'ai mis là aussi les 4 commandes pour pouvoir ajouter, récupérer un modèle de site, pouvoir le mettre à jour ou le supprimer. Donc je vais vous montrer comment créer un modèle de site. Je vais retourner ici sur. Donc la commande ADSPO set design, on va spécifier donc le titre de notre modèle de site, le web template, donc à quel type de site on va vouloir le référencer. Donc on a pour le site d'équipe sans groupe Microsoft 365, le site de communication, voilà, on a des codes de web template qui sont différents. Alors ce paramètre, il avait une réelle utilité au départ. On pouvait, quand on crée un modèle de site, uniquement l'appliquer par rapport au web template par rapport auquel on l'avait créé. C'est-à-dire que si on avait créé un modèle de site
qui était dédié pour les sites de communication, on ne pouvait pas appliquer ce modèle de site sur un site d'équipe, par exemple. Donc ça a été revu. Maintenant, les modèles de sites qu'on crée, ils sont disponibles, ils peuvent être appliqués aux différents types de sites SharePoint. On va pouvoir ajouter une description et puis aussi des petites images qu'on va pouvoir visualiser au niveau de l'interface pour indiquer à l'utilisateur quel va être le rendu final de notre site. Il faut que je récupère les identifiants des scripts de site que j'ai générés pour pouvoir les référencer au niveau de mon modèle. Donc ici, hop, le premier. Je le disais tout à l'heure, on peut référencer plusieurs scripts de site dans un modèle. C'est ce que je vais faire ici. J'ai créé 2 scripts bien distincts. Un script pour gérer plus la partie design et un pour ajouter des éléments niveau structure du site, créer des listes, rajouter des éléments dans la bibliothèque. Donc ici, je vais englober ces 2 scripts de site à l'intérieur de mon modèle. Voilà, ici, j'ai créé un nouveau modèle. Si je tape la commande get SPO site design, je vois que mon modèle est créé. J'en avais déjà aussi un qui était provisionné. Donc là, j'ai mon nouveau modèle de site qui est venu s'ajouter à la liste des modèles de site disponibles. Au niveau de l'interface, si on regarde ici, donc là j'ai un site SharePoint de type communication. Si je vais dans les paramètres ici, appliquer un modèle de site, je vois que j'ai un onglet qui s'appelle « Depuis votre organisation ». C'est ici que les utilisateurs vont retrouver les modèles de site que vous avez mis à leur disposition. Donc ici, je retrouve 2 modèles de site. Donc celui que j'avais déjà, c'était celui-ci, et celui que je viens de créer. Internal Event Template, ici. Si je regarde le détail, j'ai la description que j'ai mis lorsque j'ai ajouté mon modèle de site. Et je vois ici toutes les actions. Donc chaque ligne correspond à une action de mon script de site, ou plutôt de mes scripts de site, parce que là, on voit que tout ce qui est pour la partie design, c'est le premier script de site. Et puis après, ensuite, on a le deuxième qui vient s'enchaîner à la suite. Donc là, on va retrouver tout le détail des actions qui vont être effectuées lorsque je vais utiliser ce modèle. Au niveau de la mise à disposition, donc quand on crée un modèle de site, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est visible et utilisable par l'ensemble de vos utilisateurs. On va pouvoir gérer la visibilité de ces modèles de sites personnalisés avec des commandes d'administration PowerShell, donc le grant, le get et le revoke SPO Site Design Right. On va pouvoir donner les accès à un modèle en particulier, à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs pour éviter que tout le monde puisse l'utiliser. Je disais tout à l'heure, on ne peut pas désactiver l'expérience d'utilisation des modèles de site. Cette option sera toujours disponible. On peut gérer la visibilité de nos modèles de site personnalisés. Par contre, on n'a pas la possibilité de gérer la visibilité des modèles fournis par Microsoft. Quand on tape la commande get SPO Site Design, on voit qu'on a nos modèles personnalisés. Par contre, on n'a pas les modèles prédéfinis par SharePoint. Donc, on ne va pas pouvoir gérer les droits sur ces modèles. Une fois qu'on a mis ces modèles, qu'on a défini qui pouvait accéder à quel modèle, différentes possibilités pour pouvoir appliquer ces modèles. Donc, tout d'abord, manuellement dans l'interface. On vient de le voir depuis l'onglet organisation, on sélectionne un modèle et on l'applique. On va pouvoir aussi appliquer ces modèles de manière automatique, de plusieurs manières. Tout d'abord, en définissant le modèle comme étant le modèle par défaut. Donc ça, on va pouvoir gérer des modèles par défaut par rapport au web template. Je vais vous montrer après les commandes, mais quand on ajoute un script de site sur notre environnement, on va pouvoir ajouter ce paramètre isDefault pour dire, bah voilà, pour le site de communication, je veux que ce soit le modèle par défaut. Dans ce cas, un utilisateur ou un administrateur, quand il va créer un nouveau modèle de site de type communication, ce modèle de site sera appliqué et toutes les actions définies dans les scripts de site pour ce modèle vont être appliquées sur ce site.
On a aussi de façon automatique la possibilité, je l'ai dit tout à l'heure, au travers des hubsites, hein, définir un modèle pour un hub, et quand chaque site, quand un site va venir se joindre au hub, le modèle va être appliqué directement sur ce site. On va pouvoir aussi appliquer nos modèles de site au travers de commandes API REST. Donc ça, pour des scénarios automatisés, hein, si dans votre organisation, vous avez fait le choix de ne pas laisser la main aux utilisateurs de pouvoir créer en libre service leur site SharePoint, mais plutôt de passer par un formulaire personnalisé et qui, après soumission du formulaire de manière automatique, va provisionner le site SharePoint, va appliquer les différentes informations, les utilisateurs qu'il a ajoutés sur ce site. On va pouvoir donc aussi rajouter et donner la possibilité à l'utilisateur de sélectionner quel modèle il veut appliquer sur son site. Et au travers donc, des commandes d'API REST, pouvoir appliquer ce modèle sur le site. Et enfin, on va pouvoir aussi appliquer ces modèles de site via des lignes de commande en PowerShell. Donc j'ai mis les commandes SharePoint Online, mais il existe l'équivalent en commande PNP. Donc il y en a deux. Il y en a une invoque SPO Site Design qui va appliquer de manière synchrone notre modèle de site. Et la deuxième, add SPO Site Design Task, qui va appliquer de manière asynchrone. Donc ça va venir rajouter une tâche dans un job qui va ensuite après faire le déclenchement et l'application du modèle sur notre site. Quelques exemples. Donc ici, j'étais sur mon site, je sélectionne ici mon modèle, je regarde le détail, je fais appliquer le modèle. Je vais avoir un bandeau là ici qui va m'indiquer qu'il y a un modèle de site qui est en cours d'application et qu'on peut afficher l'avancement. Alors on n'a pas trop de progression d'avancement sur l'application du modèle quand on est sur un modèle personnalisé, contrairement au modèle prédéfini que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis quand l'application du modèle sera terminée, voilà, le bandeau va passer en vert et va me proposer de rafraîchir mon site pour voir les modifications qui ont été apportées sur celui-ci. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc là, il n'a pas tout à fait terminé d'ailleurs, parce que je vois qu'il n'y a pas encore tous les liens dans la navigation, mais il a déjà appliqué le thème, voilà, il a fini de créer les différents liens, les différentes listes, enfin, la liste, rajouter les colonnes, etc. On peut également, donc là je suis sur un site hub, juste pour vous montrer, ici dans les paramètres du site hub, on peut relier un modèle de site au site hub. Et de ce fait, quand on va venir associer un site à ce hub, le même modèle sera appliqué sur ce site enfant. Au niveau du paramètre automatique pour le isDefault, voilà, un exemple de ligne de commande en PowerShell. Donc c'est la même que tout à l'heure, la même ligne de commande, le SPO Site Design, add SPO Site Design, avec les mêmes paramètres. Et le paramètre que j'ai ajouté ici supplémentaire, c'est pour indiquer que pour ce modèle de site ici, donc le 64, ça correspond au site d'équipe, je veux que ce modèle-là soit appliqué par défaut. Donc là, je vais créer site script. J'ai mal copié mon identifiant de site, je pense. C'est ça. Hop, il manque un caractère. Donc évidemment, il ne reconnaît pas le GUID, ça ne fait pas. Hop. Donc là, je crée un nouveau modèle de site et je définis ce modèle de site comme étant, on le voit ici, isDefault, le modèle par défaut pour le site de type équipe. Donc quand je vais venir créer un nouveau site de type équipe, et ben, le modèle va être appliqué de façon automatique. On va avoir aussi le bandeau qui nous indique qu'un modèle de site est en cours d'application.
Et quand il sera terminé, on pourra voir les changements qui ont été appliqués au niveau du site. Donc là, on a déjà le thème qui est appliqué. Il va ensuite créer tout ce qui est liste, bibliothèque, etc. Au niveau de l'API, juste un exemple pour vous montrer. Donc, je vais utiliser ici avec un flux Power Automate pour pouvoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un scénario de provisioning de site au travers d'un formulaire interne, pouvoir ajouter cette étape en faisant un appel de requête HTTP en appliquant voilà, soit l'une des deux méthodes, soit la méthode synchrone, soit la méthode asynchrone, et en définissant voilà, le site design qu'il faut appliquer. Donc ici, on ne spécifie pas l'URL du web parce que la commande s'applique au current web, donc il faut dire sur quelle adresse on veut se positionner, contrairement à celle-ci où on va indiquer le site design et le web URL. Et ensuite, donc là, ouais, je vais exécuter ma méthode async. Ça va venir appliquer donc, sur mon modèle, donc c'est sur celui-ci, sur mon site là, le modèle de site que je vais spécifier. Voilà, donc là, pareil, il nous dit qu'il y a un modèle qui est en cours d'application. Et il y a la possibilité donc, de lancer ces lignes de commande via PowerShell, soit de manière synchrone ou de manière asynchrone. Ce qu'il faut faire attention, hein, pourquoi il y a du synchrone, pourquoi il y a de l'asynchrone. Même si l'asynchrone, on l'a vu, hein, tout ce qu'on a fait manuellement au travers de l'interface, ou soit en ligne de commande que je viens de réaliser avec l'appel REST, de façon asynchrone, ça se déclenche quand même de façon très rapide. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau des limitations. On va être limité pour une exécution synchrone de nos scripts de site à maximum 30 actions. Donc, si on a un script de site ou plusieurs scripts de site à l'intérieur de notre modèle qui font au total plus de 30 actions, notre modèle de site ne sera pas appliqué sur notre site. Il ne va pas jouer les 30 premières, il ne va pas du tout appliquer aucune des actions. Et lorsqu'on veut faire de l'exécution asynchrone, donc là par contre on est limité à 300 actions ou maximum 100 000 caractères au cumulé au niveau de nos scripts de site. On est limité sur notre environnement à 100 scripts de site et 100 modèles. Et par rapport aux actions qui sont possibles de réaliser, donc on est assez limité au niveau de la gestion des droits, hein, uniquement rajouter un utilisateur, soit en tant que visiteur, soit en tant que membre ou propriétaire. On ne peut pas ajouter d'éléments dans les listes, on ne peut pas ajouter des documents dans les bibliothèques, on ne peut pas non plus créer de nouvelles pages et modifier ces pages, donc modifier la disposition en réorganisant les sections, en venant ajouter des composants WebPart dans ces pages-là, et toute autre action, comme par exemple envoyer une notification. Donc tout ça, c'est pas possible aujourd'hui avec les scripts de site SharePoint. Pour aller plus loin, donc on va avoir deux possibilités. La première, on l'a vu dans les actions possibles dans les scripts de site, c'est pouvoir exécuter un flux Power Automate. Avec ça, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la gestion des droits, on va pouvoir ajouter des éléments dans les listes, copier des documents, donc récupérer un document qui se trouverait sur un site référence et pouvoir les copier dans ce nouveau site qui a été créé. On va aussi pouvoir réaliser des actions supplémentaires, hein, pour des grosses structures, si on a beaucoup de listes à créer avec beaucoup de colonnes, etc. On peut éventuellement arriver rapidement à cette limite de 300 actions. Donc, on va pouvoir compléter en faisant ces actions au sein du flux Power Automate. Et puis, ce flux Power Automate, il va pouvoir s'intégrer dans différents scénarios, qu'on soit en provisioning self-service pour les utilisateurs, donc rajouter le déclenchement de ce flux Power Automate dans le script de site. Et si on est en scénario automatisé où les utilisateurs remplissent un formulaire de demande de création de site, et c'est le flux Power Automate qui va pouvoir appeler le script de site. Donc, on pourra prendre le problème dans les deux sens, il n'y aura pas de problème. Point d'intention, par contre, c'est que l'appel au flux Power Automate depuis le script de site se fera au travers d'un déclencheur premium. Donc, ça veut dire qu'il faudra une licence Power Automate à affecter à votre flux pour pouvoir le faire fonctionner.
Et après, pour pouvoir aller encore plus loin, donc c'est pouvoir utiliser le provisioning de sites PNP, où là, on va pouvoir provisionner des pages et ajouter des composants dans les pages. À savoir, par contre, c'est que le provisioning de sites PNP se fait uniquement au travers de commandes PowerShell, donc on ne va pas pouvoir en faire l'appel au travers de Power Automate directement ou au travers d'un script de site. Donc, il faudra réfléchir à un autre scénario automatisé, par exemple en utilisant des services Azure, en ajoutant un message dans une file d'attente qui va ensuite déclencher l'exécution d'une Azure Function qui va exécuter toutes ces lignes de commande PowerShell pour appliquer le provisioning de site sur notre site SharePoint. Pour conclure, sur les modèles de site, donc c'est plutôt rapide à implémenter, hein, même si le script de site peut être parfois long à mettre en place. On a vu qu'il y avait des outils qui permettaient d'aller un peu plus vite. Donc pour des scénarios plutôt simples, plutôt du visuel et des structures assez simples, ça va plutôt vite à mettre en œuvre. Ça s'adapte aux différents scénarios, hein, que ce soit du self-service ou au travers d'un scénario automatisé, on va pouvoir faire tout un tas d'actions en ajoutant en plus des actions faites avec Power Automate et étendre les fonctionnalités avec des mécanismes plus complexes en attendant de futures améliorations parce que Microsoft compte mettre à jour et ajouter de nouvelles fonctionnalités au niveau des scripts de site. Tout d'abord, mettre une interface. On a vu l'outil qui était à disposition sur GitHub, mais Microsoft veut mettre à disposition une interface pour créer, administrer les scripts de site et les modèles de site. Ils veulent aussi également rajouter la possibilité de pouvoir provisionner des pages et puis venir enrichir ces pages avec des composants WebPart. Viendront également des options d'apparence qui sont manquantes. Voilà, il manque quelques petites options pour la gestion du footer notamment. Pouvoir gérer un historique des modèles et puis renforcer aussi l'intégration avec la Power Platform. Donc, il n'y a pas de feuille de route datée pour toutes ces évolutions. Donc, à suivre sur les blogs Microsoft pour la sortie de toutes ces nouveautés. Et il y a aussi toute une partie correction de petits bugs. Ils en sont conscients. Il y a des petites choses qui dysfonctionnent un petit peu lorsqu'on vient appliquer des modèles de site. Donc, ça fera partie évidemment des premières mises à jour qui viendront dans les mois à venir. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Il nous reste un peu de temps. Je vais regarder dans le chat s'il y a des questions ou si vous pouvez, la possibilité, si vous voulez, je peux débloquer votre micro si vous avez des questions. Et donc, le petit formulaire de feedback, si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre. Alors, je vois qu'il y a une question. Je peux peut-être débloquer le micro de Sylvain, si tu veux la poser directement. Hop. Voilà, je vais débloquer ton micro, Sylvain, si tu veux poser ta question sur le... D'accord. Bonjour à tous. Peut-on remplacer dans un script le nom d'une bibliothèque par une variable qui serait demandée interactivement au moment d'exécution du modèle? Donc, ça rendrait les scripts plus versatiles. Par exemple, si j'ai besoin de faire 6 fois la même bibliothèque dans un site, ce qui est rare, mais bon, là, il faut que j'aille constamment aller changer le script pour refaire la bibliothèque. Est-ce qu'on pourrait envisager une façon? Peut-être avec Automate, peut-être? Ouais, il y a pas dans les scripts de site, il n'y a pas de variabilisation. Tous les noms, il faut qu'ils soient écrits en dur et donc avec Power Automate, ouais, je pense que ça sera un bon cas d'utilisation de déclencher un workflow au niveau du script de site pour après aller faire la création de ces bibliothèques et pouvoir là pour le coup dans Power Automate pouvoir gérer des variables et puis attribuer de façon dynamique des noms à ces bibliothèques. OK, mais je vais essayer ça. Merci. Oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il reste quelques minutes, n'hésitez pas.